Chapitre 29 Madrid, Calle de Velázquez, lundi 19 octobre 2015, 1h10. Il avait beau commencer à connaître le mode opératoire de leur assassin, Malo ressentit pourtant un frisson déplaisant devant ce visage déformé par la douleur, dont les lèvres se retroussaient sur les dents en un rictus hideux. Attiré par le cadavre, il allait faire un pas dans sa direction, mais se retint de justesse. L'autre, se souvint-il, était certainement là. Il ne pouvait être ailleurs, puisqu'ils avaient visité toutes les pièces. Il ne restait plus que celle-ci, et il sentait, presque physiquement maintenant, sa présence vigilante qui ne les quittait pas. Mais où? Il avait beau se tourner et se retourner, porter son regard ici, sur la table basse trônant au centre du salon, son plateau jonché de papiers, livres et bibelots en désordre, d'où se détachaient 3 personnages de fillettes en faïence, en habits d'un autre temps, qui lui semblaient avoir déjà vu autre part. Là, sur le chevalet de peintre, où reposait un tableau en pied d'un couple au port altier, dont les vêtements, eux aussi, paraissaient de la même époque que ceux des statuettes, rien. Il n'y avait rien. Rien qui puisse l'aider à savoir ce que... Un détail attira son attention sur la grande cheminée de marbre qui occupait une bonne partie du mur de gauche. Une toile montée sur pivot qui faisait, avec la cloison, un angle bizarre. Malo s'approcha pour découvrir un coffre à code digital grand ouvert. Un coffre dans lequel devait se trouver un des morceaux de l'homonculus. La cachette était évidente, mais le propriétaire de l'appartement comptait visiblement sur la protection de sa serrure et de son blindage, plus que sur le secret de son emplacement. Mal lui en avait pris. Une fois encore, ils arrivaient trop tard, et l'autre les guettait. Malo ne savait d'où, mais ce sentiment d'oppression qui l'écrasait pesait sur lui comme si l'assassin s'était trouvé tout près. Les mains toujours crispées sur la crosse de son arme, tremblant de la tension qui l'habitait, Malo demanda à mademoiselle Mignon, qu'il percevait silencieuse juste dans son dos. « Vous le sentez, vous aussi ?» Elle répondit, dans un souffle oppressé, « Oui. » Il aurait préféré qu'elle le contredise. Il commanda sans se retourner. « Si vous entendez ou croyez voir le moindre mouvement... » Je crie. « Quelque chose comme ça. » Approuva-t-il en avançant vers le grand secrétaire pour le contourner, s'approcher du cadavre et observer ce qui se trouvait sur le bureau. Des papiers, des papiers, des papiers. Rédigés en espagnol pour la plupart, hormis quelques-uns en anglais. Un presse-papier de verre en forme de prisme à travers lequel la lumière se diffractait en rayons multicolores. Malo lança sur la pièce un nouveau regard. Maintenant qu'il savait ce qu'il cherchait, qu'il avait une des clés de la situation, ce qui lui était apparu comme de simples bibelots prenait un autre sens. Lampe à pétrole ici, vieille longue vue sur trépied là, prisme, comme celui qu'il avait dans la main, projecteur, ah, ici un pointeur laser. Il demanda à mademoiselle Mignon, qui s'était approchée de la bibliothèque et en passait les rayons en revue, promenant un ongle manucuré le long des tranches alignées en ordre serré. « De quoi parlent ces livres ?»« Je ne lis pas l'espagnol, » répondit-elle aussitôt. « Mais l'espagnol est une langue latine, et je dirais que luz, c'est presque comme lux, donc je suppose que la plupart parlent de la lumière. » Malo acquiesça en reprenant le prisme dans les mains pour le faire tourner et jouer avec les rayons qu'il produisait. « Je m'en doutais un peu. »« Donc ce pauvre type serait... » amorça l'enseignante en lui jetant un regard par-dessus son épaule. « Le supérieur inconnu spécialisé dans le domaine de la lumière, » acheva-t-il. « Du moins, c'est ce que croyait ce pauvre gars. »« Et l'assassin ?» observa-t-elle. Il tira un des tiroirs pour en découvrir le contenu. Des papiers, encore des papiers. Il passa au second, des stylos, des blocs-notes, quelques fournitures de bureau, sans intérêt. Pourtant, s'il suivait la logique qui les avait guidés jusqu'à présent, le malheureux affalé sur le grand secrétaire devait posséder la carte mécanique et les coordonnées d'un autre de ses supérieurs inconnus. Mais où les avait-il dissimulés? Le regard de Malo revint se promener à travers la pièce, passa sur les objets ayant trait à la lumière. Le prisme, la lunette, la lanterne à loupe, le pointeur laser, même le miroir, là-bas, au fond, près de la porte par laquelle ils étaient entrés. Tout cela pouvait produire, refléter ou diffracter de la lumière, mais il ne voyait pas.
Se pouvait-il qu'en utilisant le pointeur laser sur le prisme, il génère un rayon qui... Oui, mais où positionner le prisme? Et comment? Rien d'autre dans le bureau, rien de significatif. Son regard balaya à nouveau la pièce, se posa sur le coffre au-dessus de la cheminée. Quittant le cadavre et le secrétaire, il s'approcha et enfonça sa main à l'intérieur. Des papiers personnels, des factures ou ce qui ressemblait à des actes notariés. Vers le dessous de la pile, entre deux feuilles anodines, il fit une curieuse découverte. Une page du journal El País, s'il en croyait les lettres tracées sur le côté par une main appliquée. Visiblement découpée à la rubrique Faits divers, ou vite dit, sur laquelle on avait entouré un petit article titré « Los hombres de metal del Vaticano ». Il n'était pas bien fort en espagnol, mais avait vu assez de films où des personnages s'exprimaient dans cette langue pour en retenir quelques mots. Los hombres, les hommes, le reste était facile. Les hommes de métal du Vatican. Des hommes de métal comme l'homonculus. Que cette coupure de presse se soit retrouvée dans ce coffre n'était pas une coïncidence. Il essaya de traduire la suite, mais dut vite déchanter. Même ce simple entrefilet dépassait, de très loin, ses compétences en langage ibérique. Il le fourra donc dans sa poche pour le montrer plus tard à Albert, en espérant que ce dernier se révélerait aussi doué à l'écrit qu'à l'oral. Cela ne résolvait pas son problème, à savoir où se trouvait la carte et l'adresse du supérieur inconnu suivant. Et il avait beau chercher, cette fois, il ne découvrait aucun indice, aucun point de départ pour commencer. Il se fit un instant la réflexion qu'il aurait peut-être dû appeler Albert. Il reprit l'examen de la pièce. La lumière. Cela avait forcément un rapport avec la lumière. Son œil sautait d'un coin du salon à l'autre, ricochait sur certains objets, le prisme, la lunette démontable, le chevalet et sa toile, la table basse encombrée avec en bonne place ses 3 gamines en grande robe. Il les dépassa, s'arrêta, revint s'y attacher. Ces gamines. Il ferma les yeux pour se plonger dans son donjon mémoriel. Inutile cette fois d'aller très loin. Là, sur la table de bois des souvenirs, traînaient ses découvertes et expériences récentes, parmi lesquelles la reproduction d'un tableau qu'il connaissait bien et qu'il avait vu récemment, les Ménignes de Velázquez. Il se pencha. Les 3 gamines de la toile étaient rigoureusement les mêmes que celles qui se trouvaient sur la table. Il rouvrit les yeux et les posa sur les statuettes qui semblaient le narguer. Il y avait un lien. Ces miniatures n'étaient pas disposées là au hasard. Il ferma à nouveau les paupières. Une fois encore, la sensation aiguë, terrible, de la présence de l'autre, toute proche, s'imposa à lui. Il faillit ouvrir les yeux, mais se contenta d'intimer à mademoiselle Mignon, qui, elle aussi, faisait le tour de la pièce à la recherche d'indices. « Surveillez les issues, il est là. »« Là où » interrogea-t-elle. « Si je le savais. »« Et vous faites quoi, là? Vous croyez que c'est le moment de dormir? Je cherche. » Il retourna devant le grand tableau. Il l'étudia, les gamines au premier plan, le chevalet sur la gauche, où officiait le peintre, qui s'était représenté lui-même. Derrière lui, il entendit s'élever la voix de mademoiselle Mignon. « Qu'est-ce que vous faites? Vous connaissez Velázquez? »« Oui. J'ai fait des études d'histoire de l'art avant de passer mon CAPES d'histoire. » Il y avait une note de fierté dans sa voix. Malo devina que pour elle, c'était important, une manière d'affirmer son identité, sa singularité. Est-ce qu'on pourrait dire que Velázquez est un peintre de la lumière? Bien sûr, regardez vous-même. Elle désignait la toile de la main. Entre les jeux d'ombre et de lumière, les volumes, les visages sculptés par l'un et par l'autre. Mais ça ne répond pas à ma question. Qu'est-ce que vous fabriquez? Jetez un œil sur la table basse dans la pièce derrière. Elle se retourna et murmura. Les Ménignes? Exactement. Et maintenant, regardez à droite. Le chevalet? Vous voulez dire... Comme dans le tableau, oui, finit-il. La réponse à l'énigme est là. Si vous avez quelques lumières sur ce tableau, c'est le moment de les partager. Je suis prêt à parier que la solution se trouve ici, sous notre nez. C'est l'un des tableaux qui a fait couler le plus d'encre dans la peinture occidentale. Commença-t-elle. À ce point? Oui, répondit-elle presque distraitement, comme si elle avait à peine entendu, totalement absorbée par l'étude de la grande toile, son regard sautant d'un point à un autre comme fasciné. C'est la composition même de ce tableau qui a donné matière à des centaines de thèses, puisqu'il interroge le lien entre la réalité et l'illusion. Je ne vois, fit Malo. Mais si, regardez. Sa voix était étonnamment douce et son expression aussi,
alors qu'elle le prenait par le bras pour l'amener près du tableau. Cette pièce est une de celles du palais de l'Alcazar, du roi Philippe IV d'Espagne, dans cette ville même. Au premier plan, poursuivit-elle en désignant la petite fille en robe blanche, c'est l'infante Marguerite Thérèse, entourée de ses demoiselles d'honneur. Marguerite Thérèse. Faut vivre avec un prénom pareil. Quand on est Altesse royale, tout le monde trouve ça charmant. Vous avez de l'humour. Elle lui renvoya un petit sourire espiègle. Ça m'arrive. Elle enchaîna en présentant les différents personnages. Autour, on trouve un chaperon, un garde du corps, une naine, un nain et un chien. Je vous fais grâce des interprétations de chacun. Il y en a eu des dizaines, précisa-t-elle, en englobant d'un geste les diverses figures. Dommage, les nains m'intéressaient, glissa-t-il. Monsieur est un pervers? Non, mais tout ce qui est petit est mignon. Monsieur est un flatteur. Elle souria à nouveau. Malo se fit la réflexion que c'était certainement le plus délicieux sourire qu'il ait jamais vu. Poursuivez, souffla-t-il. Mademoiselle Mignon ne se fit pas prier. Derrière le chevalet, c'est Velasquez lui-même, en train de peindre. Elle indiquait un grand homme à l'habit noir orné d'une croix rouge, un pinceau et une palette à la main, qui se penchait comme pour regarder l'observateur. Au fond à droite, on distingue un autre personnage se détachant en ombre chinoise dans l'encadrement d'une porte. Certains ont dit que c'était Don José Nieto Velasquez, un des parents du peintre. Il se tiendrait donc exactement comme nous, dans l'encadrement de cette porte. Pas tout à fait comme nous, corrigea-t-elle d'un air mutin. Ah non? Non, lui il était seul, à moins que je ne compte pour du beurre. Elle le regardait à nouveau par en dessous sa frange. Il déglutit. Continuez. Pour l'instant, ça ne m'éclaire pas beaucoup. Elle eut une petite moue déçue, mais poursuivit. Tout le secret de ce tableau réside dans la composition, la lumière et les regards des personnages. Tout d'abord, il est trop grand pour qu'on l'embrasse d'un seul coup d'œil. On est donc obligé de passer par le regard des uns et des autres en suivant la lumière qui vient soit des fenêtres, soit de cette porte au fond. Mais le vrai secret du tableau, c'est que le sujet principal ne se trouve pas dans la toile. Ah non, murmura-t-il alors qu'il se penchait imperceptiblement vers elle, comme pour humer son odeur, son parfum, effleurer ses cheveux. Non, sur cette toile, 5 sur les 9 personnages, dont l'infante, regardent un point situé en dehors du tableau. Il ouvrit les yeux pour rencontrer le regard de l'infante, du peintre et de 3 des autres personnages qui les fixaient tous deux. « Je suis perdu, » avoua-t-il à sa guide. « Ce qui est en train de peindre le Velasquez de la toile... » « La toile de Velasquez, fit-il remarquer. « Oui. Et c'est là toute la beauté et la magie de ce tableau. Ce n'est pas l'infante, mais les personnages qui se tiennent à notre place, en dehors du tableau. »« Et qui sont ?» demanda-t-il en se rapprochant à nouveau d'elle et en glissant une main dans le creux de son dos, sous le cuir, contre sa chemise tiédie par sa peau. Elle fit celle qu'il n'avait pas senti, mais il devina le léger frémissement qui la parcourut. Pour le savoir, il faut regarder ici, tout au fond, à côté de la porte. D'un doigt, elle désignait le grand tableau accroché au mur derrière le personnage qui se tenait dans l'encadrement. « Je ne comprends pas, confia-t-il, alors que sa main glissait lentement plus bas, du coton aux jeans. « Regardez mieux, et concentrez-vous sur ce que vous faites. » Elle avait mis sur ces derniers mots une note complice qui ne lui échappa pas, et sous ses doigts, elle ne se dérobait pas. Il tenta d'obéir, mais il ne voyait toujours pas, et la douce chaleur qui irradiait sous sa paume n'aidait pas. C'est un miroir. Il reflète les bustes de 2 personnages, Philippe IV et la reine Marianne d'Autriche, ceux que Velasquez est en train de peindre, ceux qui sont en train de poser à notre place. En train de poser à notre place. Sa main descendait encore un peu plus bas, jusqu'à ce qu'une autre main ne s'empare d'elle et ne l'éloigne. La visite est finie. Il y avait dans le regard de Mademoiselle Mignon un feu trouble et joueur qui contredisait jusqu'à la dernière syllabe de ses paroles. Malo cligna des yeux et se recentra sur leur objectif. La vérité se trouve dans le reflet de la lumière. « C'est ça, » valida-t-elle avec un petit air déçu en lâchant sa main. « Bon sang !» Il s'engouffra dans la pièce, se recula de 2 pas, fixa le mur, pour y trouver le grand miroir disposé exactement à la place de celui du tableau, à côté de la porte. Il s'en approcha, le saisit des 2 côtés, il était lourd, le poids du verre. Les muscles bandés sous l'effort, il accompagna le cadre jusqu'au sol et le posa sur la moquette. « Vous avez une passion pour le verso, on dirait, » l'aiguillonna Mademoiselle Mignon. « J'aime bien connaître l'envers des choses, » répondit-il en étudiant les fixations du miroir. « J'ai cru comprendre, » chuchota-t-elle. En toute autre occasion, ce simple murmure l'aurait embrasé, mais à cet instant, totalement pris dans la résolution de son énigme, il l'ignora pour décrocher du bout des ongles les petites pattes de métal qui tenaient le bois et dégager ce dernier, pour le soulever et dévoiler un compartiment, et dedans,
la boîte en marqueterie qu'il commençait à bien connaître. Il la saisit avec 1000 précautions, tandis que mademoiselle Mignon, maintenant muette, le fixait sans mot dire, une étrange expression au fond des yeux, mélange de dépit, de colère et de fascination. Il la fit tourner dans sa main et l'ouvrit. Sans surprise, il y trouva la longue carte de métal au mécanisme d'horlogerie étrange et, glissé juste dessous, un papier plié sur lequel on avait tracé ces mots, de cette même écriture que celle de la coupure de presse. Silvio Benedetti, 7 Via Brenta, Roma. Rome, le siège du souverain pontife donc de Sylvestre II, le Vatican. Le Vatican dont il était question dans cet article qu'il devait impérativement faire traduire par Albert. À peine pensait-il à lui que son portable sonnait. Il décrocha pour entendre la voix puissante de son second lui hurler à l'oreille « Patron ! Oui, ça va, je vous entends, pas la peine de hurler. Qu'est-ce qui se passe ?» Alors même qu'il répondait, il lui sembla que l'aura de menace qui les entourait augmentait encore, comme si, quelque part, des forces se rassemblaient, se mettaient sous tension. « Ben, c'est les collègues espagnols, patron. »« Oui, eh bien quoi? Qu'est-ce qu'ils ont, les collègues espagnols? »« Pendant qu'on attendait, il y en a un qui est allé visiter le local du vide-ordures. »« Oui, et... » Plus fort encore, ça s'apprêtait à frapper, mais où se cachait-il? Levant son arme, il vint se placer dans l'encadrement de la porte pour couvrir le couloir et l'entrée. L'autre avait pu se dissimuler dans l'appartement d'en face, après avoir tué ses occupants. Et peut-être à cet instant même... « Il y a un Maccabée dedans, patron. »« Quoi ?»« Un Maccabée, patron, un grand type tout maigre avec des moustaches. »« Un grand type tout maigre avec des moustaches ?» Le sens de ces paroles eut à peine le temps de s'imposer à lui, et lui de se retourner, qu'une grande ombre enveloppée dans un long manteau sombre bondissait par-dessus le bureau et fondait droit sur lui.